Dimanche 3 mai 2026, nous saluons tous ceux qui ont célébré hier donc, la fête du 1er mai, avant-hier je crois, la fête du 1er mai, et nous pensons effectivement que ça a été un moment de réflexion pour l'ensemble des travailleurs du monde, mais peut-être aussi particulièrement les travailleurs du Sénégal qui ont été beaucoup éprouvés justement par la conjoncture, par les difficultés de vie, mais aussi par une situation de plus en plus improbable. En espérant effectivement que la situation va s'améliorer pour tout le monde et que les choses reprendront très vite. Les espérances aussi dans les foyers, dans les familles, que les gens aient les capacités et les revenus nécessaires à l'entretien des maisons. Dimanche, donc aujourd'hui, c'est une autre édition du JDD qui a encore le plaisir de prolonger un peu le débat qu'il avait ouvert il y a 3 semaines sur des questions liées aux agitations actuelles du monde, aux perturbations de ce monde qui n'en finit pas d'étonner un peu ses habitants, c'est-à-dire les hommes qui vivent sur cette terre. Mais pour toujours prolonger un peu cette réflexion, nous avons fait appel également à une autre lumière. Certes, le profil est jeune, mais le savoir est densément assis. Et nous avons pensé que lui aussi, dans la contribution à l'éclairage, il apportera effectivement sa pierre à l'édifice pour mieux percevoir les signaux de changement et de maturation d'un monde en mouvement, mais surtout frappé par des conflits qui aujourd'hui impactent toutes les régions du monde. C'est ainsi que nous avons fait appel au docteur El Hadj Daniel Sow, qui est un juriste de renom au Sénégal et dans la sous-région. Et en même temps aussi, il est consultant international et il est chercheur et enseignant à l'université, dans les universités donc, du Sénégal. Mais il est diplômé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Docteur est présentement en mission à Paris. Et donc, ce qui donne à la particularité donc, de ce JDD une certaine spécificité, puisque nous allons dialoguer à distance par les merveilles et les génies de la technologie. À distance, nous allons pouvoir dialoguer donc avec notre invité. Docteur Sow, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Docteur, nous avons le plaisir de vous recevoir sur le plateau pour discuter avec vous des questions liées donc à l'agitation de ce monde, mais en même temps aussi à la façon dont aujourd'hui on doit appréhender le monde et le lire pour le comprendre, mais en même temps aussi pour peut-être mieux asseoir notre place dans cette terre qui est aujourd'hui livrée à des convoitises de toutes sortes. Mais avant d'y arriver, je voudrais savoir un peu votre lecture donc, de la fête du 1er mai, vendredi dernier, et en même temps aussi ce que ça peut représenter pour vous en termes de droits, puisqu'on voit que de plus en plus de travailleurs perdent leur emploi, mais que de plus en plus également ils posent des revendications qui ne sont pas satisfaites à 100%, à l'échelle du monde, je veux dire. Mais particulièrement aussi au Sénégal, il y a également une agitation dans ce sens-là. Est-ce que vous avez une lecture assez intéressante de la situation du monde du travail, d'abord chez nous, ensuite en Afrique et dans le monde, pour partager donc avec les nombreux spectateurs et téléspectateurs qui vous suivent? Merci, M. Ndiaye. Tout d'abord, si vous me permettez, bien évidemment, vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec vous et avec l'ensemble de nos compatriotes sénégalais et africains d'une manière globale et même au-delà. Et tenez ainsi à remercier vos téléspectatrices ainsi que vos téléspectateurs qui ont l'habitude de vous suivre depuis un certain temps dans le jury du dimanche. Et effectivement, je voudrais à l'entame amener le sujet du 1er mai vers son historique. Historiquement, le 1er mai a toujours symbolisé ce qu'on appelle les conquêtes sociales, la dignité du travailleur et également
la protection contre l'exploitation. Il y en a qui font un peu de remembering en insistant sur le socle de tout ceci, mais il nous revient de dire que celui-ci, le 1er mai, a été déclenché aux États-Unis d'Amérique. Le 1er mai 1884, des réclamations et des demandes ont été formulées par les travailleurs américains, surtout qui travaillaient dans l'industrialisation, et qui avaient sollicité la réduction du nombre d'heures journalières. Ils avaient sollicité les 8 heures de travail par jour. Et 2 ans après, un 1er mai bien évidemment encore, 1886, ils ont eu l'opportunité d'être acceptés, mais en une petite partie, parce que au lieu de l'ensemble des salariés qui étaient concernés, des ouvriers plus particulièrement, ils se sont retrouvés avec 200 000 qu'ils ont régularisés. Ceci a amené une forte mobilisation des travailleurs et a occasionné beaucoup de morts entre le 3 et le 4 mai 1886. Ça avait généré 3 morts au niveau des manifestants et 15 morts au niveau des policiers de l'époque. Et il y avait même quelques-uns qui avaient été parmi les manifestants traduits devant la justice. Heureusement, manquant de preuves, ils avaient été libérés. Donc, pour vous dire, c'est partant de là, des États-Unis, que la France a épousé cette idée, en insistant aussi un 1er mai 1890 de déclencher aussi leur demande. Et ce jour-là, ils avaient mis en bandoulière, comme on dit, ce qu'on appelle le triangle rouge, qu'ils avaient montré au niveau de leur boutonnière à l'époque, qui symbolisait le partage des 3 temps, c'est-à-dire le travail, le loisir et enfin le sommeil. C'est cela qui symbolisait le triangle rouge. Et après, au fil des temps, ça a été un tout petit peu laissé en rade pour faire venir le muguet qu'on connaît maintenant, la fleur muguet. Et d'autres l'ont pris à la place. Les véritables combattants contre le fascisme l'ont repris. Et depuis 2023, plus précisément, les souteneurs de Palestine ont commencé à arborer ce triangle rouge. Et partant de là, en France, ils ont eu une évolution en 1948 pour faire voter cette fameuse loi qu'on appelait numéro 46-826 du 26 avril 1946, qui a été exécutée 2 ans après pour donner droit à ce qu'on appelle le jour chômé et payé. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes confrontés avec beaucoup de travailleurs à des difficultés qui sont d'ordre précarisation des emplois, qui ressort aussi sur l'automatisation, comme on le sait, de beaucoup d'industrialisation. Nous avons aussi une ubérisation, comme on a l'habitude de dire, du travail, qui touche aussi la fragilité des économies au niveau mondial. Ceci est évident avec l'IA qui vient aujourd'hui de transformer complètement l'aspect du travail. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup se disent que nous sommes la première génération, nous, bien évidemment, à être inquiets, non pas uniquement pour le fait qu'il y a du chômage, mais pour le fait que aussi on risque de voir l'effacement de certaines fonctions humaines. Par exemple, dans tous les domaines d'activité maintenant, on commence à faire disparaître l'humain. C'est les médias, votre secteur d'activité. C'est notre secteur d'activité, les services juridiques,
la santé, les, comment il s'appelle encore, industrie, les ouvriers. Donc, on commence à voir un peu partout cette inquiétude, cette peur. Mais tout ceci peut se voir être évolué si naturellement nous devenons de plus en plus concentrés. Voilà à quelques mots les quelques éléments que je tenais à partager avec ce 1er mai pour souhaiter, comme vous l'avez fait tantôt, l'ensemble des travailleurs une bonne et merveilleuse fête qui se prolongera pour certains en 8 mai prochain avec l'armistice qui va se prononcer et éventuellement d'autres activités. Je reste Très bien. à votre disposition. Intègre aussi peut-être les petits soucis liés aux aléas techniques. Mais docteur, vous avez fait un round-up assez exhaustif donc, de la situation du monde du travail, mais en même temps aussi des évolutions qui ont imprimé leur marque donc aussi à l'évolution effectivement du droit du travail, mais en même temps de la qualité du travail. Mais on remarquera que les questions que vous avez soulevées liées à l'introduction donc de l'IA qui va probablement bouleverser un peu les rapports humains. Mais le juriste que vous êtes, ou les juristes, donc votre profession, est-ce que vous êtes dans l'anticipation pour voir un peu quel est le scénario qui se dessine, pour pouvoir l'accueillir, mais avec aussi une lumière beaucoup plus consistante, ou bien subissez-vous, comme tous les humains, ces technologies qui avancent et qui nous imposent effectivement leur ordre? Ah ben, effectivement, nous sommes aussi, comme je l'ai dit tantôt quand je citais les secteurs qui sont touchés par l'IA, l'intelligence artificielle, le secteur financier, le secteur juridique sont également concernés par ce fléau. Maintenant, ça peut être aussi un avantage, il faut le dire, parce que ce que peut faire un humain en un temps record ou en un temps intitulé X à Y, l'IA peut le faire en une fraction de seconde. Donc, c'est un gain de temps, naturellement. Mais ceci participera à bien voir que l'humain deviendra de plus en plus fade, de plus en plus mou, de plus en plus désintéressé par rapport à son travail et par rapport aux perspectives de connaissance, d'ouverture et d'imprégnation et même de détermination dans le cadre de son travail. Maintenant, ce que l'on prône dans ce sens-là, c'est de cumuler les deux, l'humain et l'IA. C'est pourquoi d'ailleurs, il est très intéressant de pouvoir se dire que l'IA peut apporter un plus à l'humain. Et pour ce faire, il faut que l'humain puisse utiliser à bon escient, il faut le dire, pas n'importe comment. Parce que nous voyons, avec, peut-être on va venir tout à l'heure en discuter, des crises perpétuelles qui vont venir avec le Sisyphe comme on dit dans le grec, qui apporte des crises et des permutations et des interprétations, des influences, des instrumentalisations, éventuellement des manipulations qui peuvent provenir de ce secteur-là. Mais néanmoins, nous prônons l'intégration de l'IA dans le cadre des activités professionnelles, mais de façon concordante et de façon synchronisée avec l'humain pour ne pas perdre l'activité et le développement de l'être humain dans le cadre professionnel. Peut-être une incursion dans une situation qui est assez inédite aujourd'hui aux États-Unis, où l'administration Trump considère que les chefs d'entreprise des grandes entreprises de l'IA doivent participer à leur façon à la guerre menée contre l'Iran par l'utilisation des données, mais en même temps aussi pour l'utilisation des calculs de précision pour davantage attaquer l'Iran et l'affaiblir. Mais ça fait débat puisque certains de ces chefs d'entreprise refusent que les données qu'ils ont concoctées pour leur clientèle
servent à des finalités militaires avec des risques qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. N'est-ce pas là une incursion peut-être dans la vie des citoyens, dans la vie des nations et des États, avec l'utilisation des données personnelles ou des données nationales à des finalités militaires ou à des finalités économiques de domination, donc à des finalités commerciales? Effectivement, il nous a été donné de constater, évidemment, que le président américain Donald Trump avait sollicité la participation de ses compatriotes détenteurs des secteurs d'activité où l'intelligence artificielle a quand même son mot à dire là-dessus. Nous ne sommes pas contre, en tant que pays souverain, pays autonome, comme les États-Unis d'Amérique, de pouvoir solliciter cela. Parce que tout simplement, il faut reconnaître qu'avec l'ensemble de ces tensions sociales qui se profilent à l'horizon tous les jours, nous avons la possibilité de pouvoir gérer avec ce secteur très sensible des données et éventuellement d'implication de l'IA pour pouvoir contrôler la géopolitique mondiale, afin d'éviter ce qu'on appelle souvent le basculement vers les autres horizons. Parce que nous l'avons constaté, peut-être on va en discuter tout à l'heure, que depuis plusieurs années, plusieurs siècles, l'Occident a toujours dominé sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique et sur le plan de tout ce qui concerne les gestions des humains. Et ce n'est que depuis un certain temps que nous voyons ce qu'on appelle une propension et une évolution très puissante d'ailleurs de certaines puissances qu'on appelle émergentes, notamment dans le Proche-Orient, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats arabes, comme la Turquie, ou bien des pays asiatiques comme la Chine, le mastodonte, qui est en train d'occuper un secteur important dans ce domaine, en collaboration bien sûr avec des pays comme le Taïwan, comme le Singapour, comme l'Indonésie, et même avec l'Inde, qui commence à développer ce genre d'activités pour participer à ces secteurs-là. Donc, il nous est louable de pouvoir penser, bien évidemment, effectivement, que ce secteur-là peut avoir une influence totale sur le déroulé du monde. Il risque de redessiner un peu la carte géopolitique mondiale, docteur. Et il ne faut pas exclure peut-être même que les pays les plus faibles ne soient pas considérés, a fortiori entendus, dans cette dynamique de transformation du monde, avec une nouvelle lecture des rapports. Absolument. On même dit tout à l'heure que le centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Vers où? Vers quel horizon? Sous quelle forme? L'histoire nous le dira. Et le temps est le meilleur des juges, comme on dit. Mais il faut le dire aussi, l'Occident traverse depuis quelque temps beaucoup de crises. Des crises d'ordre économique, des crises de leadership, des crises même parfois qu'on peut considérer comme de légitimité sociale et morale. Donc, ce qui fait que le basculement de ce centre de gravité, on voit nettement un nouvel ordre mondial international qui est en train de se profiler à l'horizon. Quand ils perçoivent effectivement un basculement du monde, c'est-à-dire on quitte une région de puissance vers une autre région de puissance, comment, dans cette période-là de transition, s'organisent les juristes pour travailler un peu leur matière? Bon, les juristes s'organisent depuis toujours dans le cadre du basculement du monde. Et pour rappel, historiquement, de ce qu'on appelle le droit romain, avec le corpus juris civilis qui prévalait dans la Rome antique,
entre 753 avant Jésus-Christ et vers le siècle, 6e siècle après Jésus-Christ, dans ces secteurs-là, en allant jusqu'à ce qu'on appelle le constitutionnalisme moderne, prôné par l'excellentissime Hans, qui prône la hiérarchisation des normes, d'où on a sorti beaucoup de constitutions dans le monde entier, notamment les constitutions de 1887 des États-Unis d'Amérique, de 1891 de la République française, et parmi tant d'autres qu'on ne peut pas considérer comme étant des républiques, mais des monarchies et autres. On passe aussi, voit naturellement qu'il y a une occupation de ce qu'on appelle la souveraineté territoriale. La souveraineté territoriale a vu éclater à partir de 1945, et bien avant même avec les accords tirés de Westphalie, que vous connaissez certainement, les accords de Londres, qui avaient été signés en octobre 1648, on a vu qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le cadre du monde. Et en 1947, pour parler de l'évolution, comme vous dites, avec l'avènement de l'accord qui avait été signé au sortir de la guerre au mois de août, 8 août 1945, au sortir duquel on a vu les grandes puissances alliées de l'époque, qui étaient les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne avec l'Irlande, l'Union soviétique et ce qu'on appelait communément à l'époque le gouvernement provisoire de la République française. Ils avaient signé ce pacte-là pour dire plus jamais ça, c'est-à-dire pour que de telles choses ne se répercutent plus. Parce que ce qui était arrivé à la suite de cet accord qui avait été signé, c'était qu'il fallait voir parmi les dirigeants de l'époque exterminer ce qu'ils appelaient les dirigeants du Troisième Reich de l'époque. Au moment où Hitler avait été considéré comme suicidé, d'autres parlent de disparition spectaculaire et autres, mais à la suite de cela, les juristes avaient dit non. Même les criminels, ils avaient droit à faire valoir leurs droits conformément aux règles du droit. Et ils ont été jugés. Plus de la moitié parmi les 24 qui avaient été interpellés et inculpés pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, complot et crimes de guerre. Ces gens-là avaient été libérés, avaient été tués, certains parce qu'ils avaient été à la suite tués par pendaison, mais d'autres ont réussi à survivre pendant un certain temps parce qu'ils avaient bénéficié de la perpétuité en prison. Donc, pour vous dire, c'est de là que naît, comme on le sait, beaucoup d'institutions au niveau international, telles que l'ONU. Et plus tard, après, nous avons vu la CPI, la Cour pénale internationale de la Haye, qui, pour parler d'actualité, commence même actuellement à se poser des questions. Parce que nous avons vu que récemment, au mois de novembre 2024 passé, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de certains dirigeants qui concernaient la guerre d'Israël et la Palestine, notamment Benjamin, le premier ministre israélien, ainsi que son ministre de la Défense de l'époque, Gayan, et Mohamed, le commandant du Hamas pendant cette période-là. C'est malgré le fait qu'il y a eu dans les 124 pays qui ont ratifié la convention de
998 qui avait été mise en valeur, mise en route, mise en vigueur en 2002, la Cour pénale internationale, seulement 42 avaient fait un renvoi aussi dans le cas qu'on peut appeler de l'Ukraine. L'Ukraine a eu le même problème, une guerre qui commence à prendre du temps depuis 2022, au mois de février, jusqu'à nos jours. Nous assistons à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, à des génocides même, parce qu'il y a une grande partie de la population qui ont été exterminés, pour ne pas dire assassinés, et qui ont fait l'objet de beaucoup de suspicions. Et malheureusement, sur les 124, il n'y a eu que 42 qui ont fait la demande de renvoi devant la Cour pénale internationale. Ça pose problème. Donc, il y a un problème d'équilibre, perception sélective des décisions, que tout le monde commence à se poser des questions. Mesdames et messieurs, vous suivez donc JDD sur iRadio et ITV, avec comme invité depuis Paris, où il est en conversation avec nous, Dr El Hadj Daniel Sow, qui est consultant international également, qui est juriste de profession. Docteur, un de vos collègues juristes et en même temps aussi professeur international, professeur de relations internationales à Paris, en la personne donc de Bertrand Badi, parle lui aujourd'hui de la verticalité des relations internationales. Et donc on dit, puisque maintenant c'est constaté qu'il y a une verticalité des relations internationales, maintenant c'est les cerbères qui remplacent les cerveaux. Vous êtes d'avis? Bon, je ne dirais pas comme ça, comme vous l'avez dit, mais je participerai effectivement dans le même champ de ce qu'avait dit le baron Labrède et Montesquieu, Charles. L'idée qu'il faut arriver à arrêter le pouvoir par le pouvoir. Dans son vraiment éponyme et fameux chef-d'œuvre de l'esprit des lois de 1748. Et il faut le dire, depuis quelque temps, nous avons vu que cette verticalité ne cesse d'être pointée du doigt par beaucoup d'acteurs, notamment ceux qui sont vraiment dans une situation de peut-être moindre puissance, parce qu'actuellement, disons-le en pensant, la puissance est en train de prendre le dessus sur l'humanité. Ce qui ne doit pas se faire. Parce que, comme il l'a dit aussi Blaise Pascal, ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas pu faire, c'est-à-dire faire de telle sorte à ce que ce qui est fort, ce qui est juste soit fort, on a fait que ce qui est fort soit juste. Et c'est ça qui pose le problème actuellement. Beaucoup d'entités, beaucoup d'institutions sont considérées comme étant des institutions qu'on peut dire de façade. C'est pourquoi on parle de cette verticalité. Et nous, en tant qu'humains, dépend de la réussite et du développement de ce qu'on peut appeler l'activité humaine, l'humanité d'une manière globale. Nous appelons tout le monde d'ailleurs dans ce sens-là, et nous avons vu que plusieurs personnalités et plusieurs institutions ne cessent d'œuvrer dans ce sens depuis quelques temps. Espérons vivement qu'un éveil sera généralisé et que les décideurs de ce monde puissent comprendre que l'humain prévaut à la puissance. Alors, Sénégalais, et je sais que tout ce qui touche au Sénégal ne vous est pas étranger, mais en ce moment, de la façon dont vous avez décrit un peu les relations internationales, je pense qu'il y a un socle de ces relations internationales avec des convergences, n'est-ce pas, de perception autour du système des Nations Unies. Ça vous dit quelque chose à l'ONU, où des candidatures sont maintenant déposées
en perspective d'occuper le poste de secrétaire général des Nations Unies. Mais est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de se battre pour être à l'ONU? Dès lors que voilà, toute la relation internationale est aujourd'hui remise en question et même remise en cause. Oui, je dirais que oui, il faut se battre. Il faut se battre. Parce que tout simplement, au niveau international, certes, il y a eu beaucoup de contestations allant dans le sens de critiquer les institutions internationales comme l'ONU, mais il est quand même bien de reconnaître que elle commence ces institutions depuis un certain temps à prendre leurs responsabilités. Mais avec les réformes annoncées par l'ensemble des candidats, d'ailleurs, comme vous l'avez dit tantôt, et celles qui pourraient nous vraiment intéresser le plus, à savoir celle du président Macky Sall, l'ancien président de la République, tout le monde, parmi les 4 protagonistes, parle de la réforme de cette institution de grande envergure. Maintenant, il nous reste à voir, est-ce qu'une fois accédé à la tête de la plus grande institution au monde, ces décideurs pourront mettre en œuvre comme il se doit leurs promesses et leurs plans et visions développés durant leur période d'audition et durant ultérieurement leur séquence peut-être de présentation avec les membres permanents au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, en tant que Sénégalais, nous pouvons être fiers, hein, il faut le dire, pour penser qu'un candidat de l'envergure et de la trempe de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, se positionne en tant que candidat à la tête de cette plus grande institution au monde, nous revient en fierté et nous en appelons vivement aux autorités sénégalaises ainsi qu'aux autorités africaines de pouvoir penser que c'est une opportunité qui nous a été donnée de pouvoir participer maintenant au débat de ce monde, de ne plus être des spectateurs comme on a l'habitude d'être, nous, Africains, aux abords de ces décisions qui nous concernent. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Nous avons un potentiel énorme sur le plan démographique, sur le plan de la jeunesse, sur le plan des terres, sur le plan de tout ce qui concerne les jeunes, de tout ce qui concerne les ressources humaines, tout ce qui concerne les potentialités. J'ai essayé même, modestement et humblement d'ailleurs, de le relater dans mon prochain livre, si vous le permettez, qui va sortir très bientôt, que j'ai appelé Africanos, pour faire le lien entre l'Afrique et le kéros, le mot grec, qui symbolise le moment opportun. Pour nous, de nous imposer en tant qu'Africains à la tête et au sommet du monde. Donc c'est le moment. Mettons-nous main dans la main autour de l'essentiel pour aller vers cette conquête. Alors, j'ai feuilleté un peu le verbatim des différents candidats donc au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et 2 d'entre eux ont insisté sur le fait quand même que la configuration actuelle de l'ONU est une lecture sortie effectivement des rapports de force qui ont eux-mêmes résulté de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une lecture de post-1945. Maintenant, s'il faut interpréter l'ordre du monde aujourd'hui, on voit que peut-être nous assistons à un monde multipolaire. Nous assistons à des polarités un peu partout dans certaines régions. Vous avez parlé tantôt des pays émergents, mais non seulement il y a des pays émergents, mais il y a des pays également à grande puissance, notamment dans le Moyen-Orient.
Mais il y a également que l'Occident qui fut puissant et présent un peu partout, l'est de moins en moins. Si bien donc peut-être il faut nécessairement voir également s'il y a une nouvelle lecture qu'il faut faire, et à partir de cette lecture, pour essayer de proposer un nouvel ordre du monde. Effectivement, absolument. On peut le voir ainsi. Mais si on voit de près, la composition de l'après 1945 était sous la coupole des alliés de l'époque, qui étaient au nombre de 4. Mais regardons maintenant, avec l'avènement de la Chine comme membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui en fait 5 au jour d'aujourd'hui, alors qu'ils étaient 4 avant l'accès de la Chine à l'intérieur de ce conglomérat de leaders et décideurs du monde. Donc, le fait tout simplement qu'on est en train d'observer ce basculement vers l'ouverture pour permettre à plusieurs entités de faire valoir leurs connaissances pour revenir au Sisyphe dont je parlais tout à l'heure, leur progrès, leur côté positif pour faire avancer les choses, je pense que ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire pour qu'on regroupe l'ensemble des pôles, comme vous l'avez dit tantôt, qui s'éclatent et qui se forment depuis quelque temps. Les pôles, on en voit énormément. Nous avons le Brexit, nous avons l'Union européenne, nous avons l'Union africaine, nous avons la Chine avec ses pôles de 21, nous avons le Mexique avec son pôle, nous avons. Donc, in fine, les pôles se dessinent naturellement pour se former, pour essayer de voir comment ils peuvent faire pour se décider, pour s'organiser sans l'implication des grands qu'on appelle du monde. Mais ce n'est pas facile et ça ne va pas être vraiment validation et acceptation de suite. Mais c'est un long processus qui nécessite sacrifice et qui nécessite perspicacité et détermination pour les décideurs. S'ils le veulent, ils pourront le faire, à moins que des entêtements peuvent sortir de certains bords, mais arrivé à un certain moment, les choses vont basculer et ils se rendront compte de l'évidence qu'on ne peut pas avancer sans ce qu'on appelle le multilatéralisme intégral. Et ça, c'est obligé. On est obligé de le faire pour faire avancer les choses. J'ai envie d'anticiper sur une question qui me brûle les lèvres parce que l'Afrique, quand même, sa position géostratégique, d'après les géostratèges, est une centralité. Mais en même temps aussi, l'Afrique, disons, détient beaucoup de ressources qui sont aujourd'hui prisées par les grandes puissances industrielles. Mais est-ce que là, ça n'est pas un atout pour l'Afrique quand même de peser également sur les destinées du monde de demain, ne serait-ce qu'en disant peut-être qu'à partir de mes propres ressources, c'est-à-dire ressources humaines, parce que la population est beaucoup plus jeune en Afrique qu'ailleurs partout ailleurs, où il y a un vieillissement, ajouter maintenant aux ressources humaines qui sont immenses, est-ce que les juristes que vous êtes, plus maintenant les autres sommités intellectuelles donc, du continent, vous ne pouvez pas arriver vers une convergence pour poser justement sur le poids de l'Afrique sur la balance en mettant en avant les atouts dont dispose justement le continent? Bien sûr que c'est bien possible, mais à une condition que l'Afrique puisse inévitablement renforcer ses institutions, revoir ses systèmes juridiques, développer ses secteurs technologiques et s'intégrer davantage dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance. Si on arrive à faire ceci, je puis vous assurer que le monde de demain ne se construira pas sans l'Afrique. Mais en même temps aussi, vous vous intéressez au savoir traditionnel et au droit traditionnel. Comment parvenez-vous à faire comprendre à la grande masse africaine qu'il y a possibilité d'une combinaison réussie entre le droit romain, moderne donc, et le droit traditionnel africain? Est-ce qu'il y a des chemins qui se croisent, mais est-ce qu'il y a aussi des similitudes frappantes entre les deux univers de droit pour arriver à ce que l'Afrique détienne un droit qui lui soit assez original? Mais
dans son universalité, il y va d'intégrer les coutumes, les us, les pratiques. Pour peut-être votre information, j'ai fait ma thèse sur les systèmes juridiques traditionnels et modernes, entre le système juridique traditionnel, le système juridique moderne, le système juridique coutumier, le système juridique religieux, au niveau de l'Afrique d'une manière globale et le cas spécifique du Sénégal en particulier. Et l'on voit que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est des complémentarités. Je cite un exemple patent qui m'avait fait quand même tilter à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, 2022 comme ça, nous avons eu un marabout qui avait été interpellé, vous vous souvenez très bien, au niveau de Louga, dans la région de Louga, qui avait pris ses talibés, comme on dit, en chaîne, parce qu'il voulait qu'il ne se fasse pas ce qu'on appelle le fakhr, comme ils le disent dans le Dara. À la suite de ceci, il avait été interpellé. Mais ce qui m'a semblé un peu plus contradictoire à l'appel de droit, qui doit se faire avec, pour et par les concernés, ils ont été traduits devant la justice moderne pour traiter un cas spécifique qui traite du religieux. Comment voulez-vous qu'on entre en concordance dans ce cas de figure si l'aspect juridique n'est pas bien entendu intégré dans le système moderne? Donc, c'est obligé. Même la langue qu'on utilise pour pouvoir parler aux citoyens doit être comprise, entendue et interprétée dans la langue maternelle des concernés pour mieux les appréhender. Vous l'avez dit tantôt, avec le corpus juris civilis de la Rome antique, ce cadre de gestion de la société, de développement de la société, d'organisation de la société romaine de l'époque, n'avait pu être possible qu'avec l'intégration des coutumes à l'intérieur de ce droit. Ce qui avait permis d'avoir plusieurs titres, comme on dit, parce que le corpus juris civilis est un ensemble de pactes qu'ils ont rassemblés pour en constituer un seul. Donc, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui va être très rude à appliquer, très compliqué à appliquer, mais difficile. Le chemin n'est pas difficile, comme dirait l'autre. Difficile est le chemin. Donc, si on y met le nécessaire, on pourrait naturellement faire comprendre que le droit, d'une manière globale, peut être interprété, peut être appliqué, peut être mis en œuvre dans la société africaine, dans la société sénégalaise plus particulièrement, si on arrive à intégrer les citoyens dans ce secteur si spécial et si aussi, il faut le dire, important pour le développement de l'Afrique. Autrement dit, docteur, le précepte nul n'est censé ignorer la loi n'est pas un précepte opérant dans nos pays. Si on s'en réfère à l'exemple du marabout et de cet talibé à Louga. Il est censé ignorer la loi à condition que cette loi, vous la comprenez. Si vous ne comprenez pas la loi, si on n'arrive pas à vous dire ce que c'est que la loi, si vous n'arrivez pas à être instruit pour comprendre ce que dicte cette loi, mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient aux institutions de la République de former ces citoyens, de les mettre dans les conditions de pouvoir comprendre cette loi
de ne pas l'ignorer. Là, on l'avait dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est à une condition que cette loi avait été apprise par toutes les quantités et par tous les segments et par toutes les entités concernées. Si on n'arrive pas à le faire, nous ne pouvons pas exiger d'elles, de ces entités-là, de connaître cette loi. Donc, évidemment, il était censé comprendre et savoir que ça ne devrait pas se faire, mais lui, il s'est limité à son dogme coutumier, à son dogme religieux, pour faire pratiquer ce qu'il était en train de faire pratiquer. D'ailleurs même, ça avait créé beaucoup de bouquins. Il y a eu même intervention de certains hommes religieux. Il y a eu intervention, certes, des organismes de droits de l'homme et tout cela qui avaient sollicité à ce que le droit soit dit. Mais vous avez vu ce qui en est suivi après. Il a été condamné, mais après, il a été libéré de suite. Donc, pour vous dire, pour ne pas être en antagonisme et en contradiction avec nous-mêmes, nous devons de former nos citoyens. La formation incombe à l'institution républicaine, pas aux citoyens de se faire former. C'est à l'institution de former ses citoyens. Il y a un autre aspect également que je voulais aborder avec vous, ne serait-ce que pour vous titiller là-dessus, c'est sur la question foncière. Il y a plusieurs droits qui s'appliquent donc sur la tenue foncière. On ne sait pas quel est le droit qui a la primauté sur les autres, ou bien quelle est l'équivalence qu'il faut avoir dans la compréhension donc de l'appropriation foncière. Il y a beaucoup d'enjeux sur les terres et les droits qui s'y appliquent sont des droits très différents. Les uns venant donc du droit romain, les autres du droit traditionnel, les autres également du droit voilà, coutumier. Autrement dit, le juriste que vous êtes, confronté à cette réalité, a-t-il une perception autre, ne serait-ce que pour peut-être arriver à conjuguer tous ces droits de façon très positive pour qu'au moins une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas, cette question de tenue foncière soit réglée dans notre pays, parce que un certain chef d'État avait dit que c'est une bombe. Oui, effectivement. Ça, c'est le président Macky Sall qui l'avait dit à l'époque. Je pense qu'il avait dit lors de la séance de remise du rapport que lui avait confié la commission de la réforme foncière, qui avait été dirigée à l'époque par l'éminent avocat Maître Doudou Ndoye, qui par la suite avait démissionné, mais malgré ceci, ils avaient poursuivi leur travail et tout cela. La commission qui était là, qui était composée, je me rappelle bien, à l'époque, du professeur, l'éminent professeur, le défunt Abdoulaye Dièye, qui avait fait avec ses camarades à l'époque un excellent travail dans le cadre du domaine foncier. Mais il faut dire une chose, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, le droit foncier sénégalais est issu d'une ce qu'on appelle superposition de règles qu'on avait héritées de la colonisation. Au moment de la colonisation, il y avait certaines décisions qui avaient été prises par le colon, par l'administration coloniale à l'époque, sur ce qu'on appelle la propriété foncière. C'est à partir de l'accès à l'indépendance, à la souveraineté nationale, le Sénégal a reconduit ce même dispositif de droit foncier. Et à un moment donné, avec, comme on le sait, hein, les vraiment réprimandes, les protestations des locaux, des Sénégalais d'une manière globale, ils ont voulu intégrer dans le dispositif du domaine national quelques attributs pour permettre aux occupants de pouvoir vraiment jouir de cette propriété foncière. Mais on voit les conséquences de ces événements-là. Avec le problème de Nengler, vous l'avez suivi avec Babacar de Sedima. Vous avez suivi le problème qui avait eu lieu au niveau de Signa avec les populations qui dépendaient de la circonscription de l'aéroport
national Blaise Diagne qui avait eu des problèmes avec une société internationale qui voulait s'y implanter pour pouvoir faire une redistribution des revenus au niveau de la population, mais qui n'avait pas intégré dans le processus les citoyens locaux, de la localité, ce qui pose problème, bien évidemment. Donc, cette superposition de règles fait défaut jusqu'à maintenant, ce qui fait que nous n'arrivons toujours pas à appliquer le droit foncier au niveau du Sénégal parce qu'il y a plusieurs secteurs qui développent, qui traitent un même domaine en même temps. Il y a le domaine national, il y a qui traite tout ce qui est propriété foncière qui appartient à l'État et autres. Il y a après, au niveau du domaine national, il y a les privés, les particuliers qui arrivent pour obtenir leurs terres qui doivent être traitées. Mais tous, on l'a dit dans le domaine, dans le code, que ça appartient à l'État. Et dès lors que ça appartient à l'État, ça pose problème. Même pour aller faire, comment dirais-je, la transmission, c'est-à-dire la modification, la transmission d'un propriétaire à un autre, on a un problème parce qu'il faut quelque part l'intervention de l'État, ce qui avait posé le problème au niveau de Negler. Le président de la République d'alors avait autorisé Babacar, mais les populations à qui appartenaient ces terres-là, ils avaient dit non. Et pourtant, Babacar était dans son droit. Il avait des documents en bonne et due forme. Un décret présidentiel signé par le président de la République d'alors, lui autorisant d'aller occuper ces terres. Donc, c'est un problème d'interprétation juridique qui se pose sur le plan foncier. C'est pourquoi il avait utilisé cette fameuse anecdote en disant que c'est une bombe. Et si on n'arrive pas à vraiment déboussoler le déclencheur, ça risque de nous retrouver dessus. Et malheureusement, ce sera très fatal pour la société et pour les gouvernants qui auront vraiment le malheur de tomber dans des situations pareilles. Heureusement, on est une société assez conciliante, assez vraiment sociale, assez solidaire, à tel point que des choses peuvent arriver, mais on peut arriver toujours à trouver des solutions pour l'intérêt commun. Un sujet quand même assez fuyant qu'il faut aussi aborder parce qu'on n'arrive pas à le maîtriser assez nettement, c'est la question des réseaux sociaux. On a vu que quand il y a des événements majeurs dans un pays ou bien dans une région donnée, les réseaux sociaux, quand ils appartiennent à d'autres sphères géographiques, arrivent à influer justement sur l'orientation des choix des pays donnés. Par exemple, une élection présidentielle. Il peut y avoir des réseaux sociaux donc, qui influencent un peu le vote des citoyens. Mais au niveau international, est-ce qu'il y a une approche, n'est-ce pas, de la question des réseaux sociaux, ne serait-ce que pour lui donner quand même un statut juridique, comprendre un peu peut-être que les réseaux sociaux outrepassent à la limite à la fois leur périmètre, mais en même temps aussi les prérogatives qui leur sont dévolues, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas également un danger qui guette un peu les citoyens du monde à partir de l'influence des réseaux sociaux. Ah oui, là c'est un secteur quand même qui est en pleine expansion, il faut le dire, mais qui nécessite beaucoup de connaissances avant de s'y intégrer. Nous avons vu que beaucoup de pays qui comprennent ces enjeux et ces dérives qu'on peut noter par-ci, par-là, dans leur utilisation, pour ne pas les nommer des pays asiatiques la plupart, on le sait, hein, il y a de ces applications, ils sont complètement interdites pour défaut de contrôle. Pour ne pas les nommer et faire de la publicité, on les connaît, les applications. Il y en a beaucoup, par exemple, en Chine, on ne l'utilise pas. Au niveau de certains pays asiatiques, idem. Tout ceci participe dans la sécurisation des populations. Un bien aussi
productif qu'il soit, si ce bien n'est pas aussi compris, aussi, comment dirais-je, connu, ce bien-là pourrait se retourner contre nous en fardeau. Et ce qui est en train de se faire avec les GAFAM, comme ils disent, avec ces GAFAM-là, si vous n'arrivez pas à bien les utiliser, si vous n'arrivez pas à bien les comprendre, ben, la plupart des dérives vont naître d'eux. Parce que leur influence est d'une manière stratosphérique, comme on dit, de façon très rapide. Leur influence, n'en parlons pas. Et comme vous l'avez dit, même il y a certaines décisions, et au niveau international, au niveau mondial, le printemps arabe est là pour en parler. Un jeune qui se fait tabasser en Tunisie, qui fait éclater le pays pour en faire un printemps arabe dans tous les pays arabes quasiment du monde. Ça a été fait par ces réseaux-là. Au Sénégal, pour être plus direct avec eux, en y parlant bien évidemment avec des gants, parce que c'est notre pays, mais ce qui est advenu entre 2021 et 2024, la plupart est du ressort de ces femmes. Sur le plan de perte, sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan d'insécurité nationale. Tout ceci avait été l'œuvre de ces GAFAM. Donc moi j'en appelle à leur utilisation, mais bien encadrée, bien structurée et bien formée. Ça chemine vers la fin de notre émission qui est très intéressante parce que quand même les questions que vous abordez avec la science juridique, mais en même temps aussi le savoir bien aussi, ça intéresse le grand monde. Mais j'aimerais bien, pour peut-être pour en terminer avec vous sur ces aspects-là, si on vous demandait de dessiner un peu le scénario du futur du monde, avec quel pinceau vous alliez peut-être dessiner cela? Bon, si je devais parler d'une image, comme on dit, caricaturale de ce monde de demain, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes interventions en intégrant le Sisyphe. Et là, je vais intégrer le Prométhée. J'appelle à la connaissance. J'appelle à l'espoir. J'appelle au progrès. J'appelle à l'humanité par la justice. Comme le disait un de nos grands érudits, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, nous comptons humblement et totalement sur les intentions qui animent les décideurs du monde. Car comme il le disait, les actions ne valent que les intentions qui les ont inspirées. Docteur, depuis Paris, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment et qui remercie l'ensemble de vos collègues techniciens, le deuxième Ndiaye Laye, ainsi que l'ensemble de votre équipe pour vraiment votre disponibilité et éventuellement remercier vos responsables, en l'occurrence mon cher ami et frère Alassane Samba Diop, avec qui je partage ce qu'on appelle le prix de la connaissance. Beaucoup. Vous avez compris donc, voilà, le docteur a parlé de l'équipe technique autour de Dami, Abdoulaye Ndiaye et Moustapha Dramé. Donc à dimanche prochain pour un autre invité, avec le plaisir de vous retrouver nombreux pour nous suivre. Merci.